Bonjour à tous, aujourd'hui ce sera un épisode relativement court, on va parler de deux projets qui n'ont pas vraiment bien terminé. En moins 27, Anakin et Obi-Wan sont envoyés sur Barlog pour surveiller le chevalier Jedi Jorus Sibos, qui se montre de plus en plus autoritaire, et avec lui il y a sa timide padawan Lorana Ginzler. Alors ils sont en train de faire une sorte de négociation sur Barlog entre deux groupements représentatifs de la planète, l'Alliance Corporative et le Brolfi. Bon, en soi on s'en fout un peu de ce que c'est. En fait, la soudaine crise d'autorité de Sibos avait une raison relativement simple. Depuis des ans déjà, il travaille au projet Vol vers l'infini, un vol spatial qui explorera les régions inconnues avant de tenter de rejoindre une autre galaxie, tout en établissant sur sa route des colonies et en étudiant de nouvelles civilisations rencontrées. A l'origine, les vols intergalactiques étaient présumés impossibles à cause de nombreuses perturbations spatiales, sortes de turbulences que les vaisseaux ne pouvaient pas traverser. Mais Sibos a démontré qu'en utilisant la force, on peut, entre guillemets, lisser ces perturbations et faire passer un vaisseau. Bien évidemment, le Sénat s'est montré immédiatement très enthousiaste, très intéressé par le projet, et le chantier du vaisseau a été lancé. Il s'agissait d'assembler 6 croiseurs lourds Rendili Dreadnought de dernière génération dans un anneau avec un module central. Dans le même temps, le recrutement pour un équipage de près de 50 000 personnes est lancé. Malheureusement, après 2 ans, le projet est globalement au point mort, faute de financement du Sénat, et c'est là qu'interviennent les négociations sur Barlog. Si elles aboutissent, le chancelier suprême Palpatine usera de son influence auprès du Sénat pour que le financement du projet Vol vers l'infini soit voté. Au cours de ces négociations, Sibos va déjouer une tentative d'assassinat des représentants de l'Alliance Corporative et de Brolfi, ce qui va grandement augmenter son influence et les négociations vont réussir. Pour le Conseil Jedi, rien n'allait comme il fallait. A l'origine, Sibos voulait plusieurs Jedi à bord, avec comme objectif de retrouver Vergéré, la fameuse Jedi disparue qui était partie aux confins de la galaxie, mais également de fonder des colonies Jedi loin de la République afin de préserver l'ordre en cas de chute de la République. Cette facette du plan, elle plaît pas vraiment au Conseil Jedi qui sait que trop bien ce qui arrive à des Jedi isolés et hors de contrôle. En gros, ce sont des proies faciles pour le côté obscur. Mais le poids politique obtenu par Sibos lors de ces négociations lui a permis d'embarquer 20 Jedi dont 6 maîtres. En réalité, ce retournement de situation un petit peu miraculeux était là l'œuvre de Sidious. En effet, il avait tout intérêt à ce que le vol vers l'infini s'en aille, en embarquant de nombreux Jedi, de façon à ce que sa tâche soit tout simplement facilitée. Mais il était également conscient de la menace que représentaient les Yuuzhan Vong et il ne souhaitait pas que la République les découvre et précipite leur retour. Il ne souhaitait pas perdre son futur empire. Sauf qu'au dernier moment, afin de superviser Sibos, Obi-Wan et Anakin sont ajoutés à la mission par Mace Windu qui en gros se méfie de Sibos. Sauf que ce changement de programme ne sied pas à tout le monde. D'une part, Obi-Wan n'appréciait pas que Sibos supervise le projet et il s'est disputé avec lui à de nombreuses reprises. Mais d'autre part, Dark Sidious voyait son futur apprenti s'envoler vers une destination dont il ne reviendrait probablement pas. Beaucoup trop tard. Palpatine a donc modifié le trajet du vol vers l'infini vers Roxuli et a demandé à Obi-Wan d'arbitrer un conflit minier, sauvant du même coup Anakin. De son côté, Sibos lui ne souhaite absolument pas modifier son planning de vol et il repart bien évidemment sans attendre les 2 Jedi. Bon, Sidious il avait clairement compté là-dessus. Mais il avait également compté sur autre chose, et afin de s'assurer que le vol vers l'infini ne revienne jamais et que potentiellement il n'alerte pas les Yuuzhan Vong de l'existence de la République, Sidious envoie son homme de main, Kinman Doriana, avec 15 croiseurs de la Fédération du Commerce pour détruire le vaisseau. Malheureusement, les croiseurs rencontrent un adversaire implacable à travers l'ascendance Chiss et de son commandant Mitrow Nureodo, qui est mieux connu sous le nom de Thrawn. 14 croiseurs sont détruits et Thrawn interroge Kinman. Au début, ce dernier explique que les Jedi sont dangereux, qu'il faut les détruire, mais Thrawn a des doutes, enfin du moins il se doute que c'est pas vraiment ça l'objectif de la mission. Finalement, Kinman parle des mystérieux étrangers, qu'on connaîtra plus tard sous le nom de Yuuzhan Vong, et là Thrawn est convaincu, car les Chiss ont déjà affronté ces étrangers. Kinman met Sidious en contact avec Thrawn, qui ressort globalement le même discours, et finalement Thrawn décide d'empêcher Vol vers l'infini de quitter la galaxie, ou de lui faire prendre une autre route, voire même, si besoin, de le détruire. Thrawn va utiliser l'un de ses prisonniers du nom de George Cardass pour alerter les Vagari, un ennemi mortel des Chiss. Il va faire déployer un filet interdicteur Vagari volé lors d'une précédente bataille et il le positionne pile entre la flotte Vagari d'un côté et le vol vers l'infini de l'autre. Quand le vaisseau d'exploration arrive, il est tiré de l'hyperespace par le filet interdicteur. Bien évidemment, la flotte Vagari fait de même et menace d'attaquer le vaisseau. Immédiatement, les Jedi utilisent la méditation de combat pour déstabiliser les guerriers Vagari. Thrawn va ensuite activer les chasseurs droïdes de la Fédération du Commerce qu'il avait placés sur un astéroïde proche pour attaquer les vaisseaux Vagari. Dans le même temps, il va activer des droïdes casse et des droïdes de combat de la Fédération du Commerce stationnés sur les vaisseaux Vagari
ceux-là même que Cardass avait offert aux Vagari. En gros, il leur avait dit, vas-y, va voir les Vagari, tu dis que t'es un prisonnier, que tu t'es échappé, que t'as récupéré des armes schistes, voilà, et tu leur donnes ça. Très rapidement, bien évidemment, les équipages sont tués et les vaisseaux sont neutralisés. Côté Jedi, la situation ne fait qu'empirer. De nombreux Jedi avaient en effet infiltré les esprits des soldats Vagari et ils étaient très perturbés par les très nombreuses morts successives, si bien qu'ils ne ressentirent absolument pas l'abordage des Chiss, ni même la mort des soldats de la République autour d'eux. Finalement, tous les Jedi furent tués à l'exception de Sibos et de Lorana Ginzler. Succombant complètement au côté obscur, Sibos en arrive presque à tuer Thrawn en l'étouffant. Paniqué, Kidman détourne les chasseurs droïdes et les envoie se fracasser sur le vaisseau d'exploration, créant une brèche dans le vide et aspirant une bonne partie de l'équipage. Finalement, des 45 000 colons civils, il n'y eut que 57 survivants lorsque le vaisseau fut volontairement crashé sur ordre des Chiss sur une planète inconnue. La même année, Jango Fett est embauché par le général Ashar Korda pour dérober l'enfant de Sha sur la planète Seloth, une petite statuette vénérée par les disciples de Sha, un groupe d'individus d'une espèce naturellement sensible à la force. Ce qu'ignore Jango, c'est que l'artefact est aussi surnommé le Destructeur de Mondes et que Ashar souhaite l'utiliser pour détruire l'un des mondes principaux de la République. De leur côté, les Jedi s'organisent. Ils ont reçu l'information qu'Ashar souhaitait frapper la République sur Alderaan, Corellia ou Coruscant, et qu'il projette d'utiliser l'artefact de la planète Seloth. Alors plusieurs maîtres Jedi se chargent de protéger les planètes visées, ils se portent volontaires, et au départ c'est Mace Windu qui se propose pour Coruscant, mais Yara El-Pouf lui dit qu'il sera plus à même en fait pour lui il lui sera plus facile de localiser l'artefact, et du coup il propose de prendre sa place. Alors le maître Jedi va se concentrer sur la perturbation que génère la statuette et il va suivre en fait le courant dans la force. Il va se rendre jusqu'au générateur central de Coruscant où à ce moment-là il va surprendre Ashar en train de déposer la statuette. Alors qu'il lui demande de se rendre, Jango Fett et Zam Wesell, pris de remords pour cette destruction qu'ils n'avaient pas vraiment souhaité, interviennent et aident le Jedi à stopper Ashar. Malheureusement, Yarel est gravement blessé, il supplie Zam de lui confier l'enfant de Sha et utilise la force pour contrecarrer la perturbation et rendre la statuette inerte. Ce dernier effort lui coûtera la vie. Un peu plus tard, Jango et Zam rapporteront la statuette sur Seloth auprès des disciples de Sha. Alors cette fois je vais vous donner un petit fun fact sur Yara El-Pouf. Alors l'histoire que je viens de vous raconter a pour objectif de justifier l'absence de Yara El-Pouf de l'épisode 2. A l'origine il devait être présent, tout comme tous les autres membres du conseil, notamment être présent lors de la bataille de Geonosis, mais du coup il est complètement absent de l'épisode 2. Alors en réalité le personnage a été retiré tout simplement parce que ça aurait été très compliqué de l'animer pendant la bataille de Geonosis, et Lucas estimait qu'il ne pouvait pas y avoir tout le conseil sauf un maître Jedi, sous prétexte que c'était difficile à animer. Alors du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a complètement retiré le personnage du film. En même temps ça permettait aussi de simplifier un peu la lecture puisque beaucoup de gens, ils avaient aussi un petit peu peur que beaucoup de gens confondent l'espèce de Yara El-Pouf, c'est un Quermain, bizarre, et les Kaminoans, parce que globalement ce sont deux espèces humanoïdes avec des très longs coups. On va s'occuper de la chronologie. Alors donc on a en moins 29 Obi-Wan et Anakin qui se rendent sur Zonomaseko à la recherche de Vergéré. En moins 28, Anakin fabrique son propre sabre laser. En moins 27, on a donc le départ du vol vers l'infini, et la mort de Yara El-Pouf qui empêche la destruction de Coruscant avec Jango Fett et Zam Wesell. En moins 26, on a la mort de Yaddle, elle est remplacée au Conseil Jedi par Shakti. C'est la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. Alors voilà, il était un petit peu plus court que d'habitude, un petit peu plus condensé, pas forcément l'épisode le plus intéressant que vous ayez pu regarder, mais ça me permettait de placer quelques histoires intéressantes, notamment le vol vers l'infini, qui était quand même un gros morceau qui a été abordé dans énormément d'histoires par Timothy Zahn, avant que Timothy Zahn se décide enfin d'écrire un bouquin dessus. Puis je voulais parler un petit peu de l'histoire avec Yara El-Pouf, parce que je trouvais le fun fact amusant, et je devais vous replacer l'histoire pour que vous compreniez en fait pourquoi ce personnage meurt à ce moment-là. C'est aussi une manière de vous montrer que parfois l'univers étendu, et je l'ai déjà fait à de nombreuses reprises, mais parfois l'univers étendu se construit sur les décisions de Lucas ou les décisions de son équipe de manière complètement incongrue, c'est-à-dire que le personnage a été retiré et l'univers étendu a décidé de justifier le retrait de ce personnage en le tuant en fait, tout simplement. Il y a plein d'autres trucs comme ça dans l'univers étendu où en fait on a pris un élément random et puis on lui a fait une histoire pour le justifier. Voilà. Des fois ça va un peu loin. Mais bon, des fois c'est assez rigolo. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, un pouce bleu, abonnez-vous, mettez la cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. S'il ne vous a pas plu, mettez un petit pouce rouge et dites-moi pourquoi dans les commentaires, ce que vous avez trouvé
pas bien, visiblement, puisque ça vous a pas plu. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour la suite de l'histoire, et on attaquera vraiment un très gros morceau avec un dénommé Palpatine.